Je suis spécialiste de la syntaxe chinoise, mais ce n'est pas pour ça que je suis ici. Vous allez voir pourquoi. Je suis ici parce qu'avec le comité de rédaction d'Ancien Lingua, j'ai démissionné et on a créé la revue Glossa. Et peut-être que vous en avez entendu parler. Est-ce que ça va avec le micro ou pas? Ok. Lingua était, parce qu'elle ne l'est plus, était vraiment une des revues phares en linguistique. L'éditeur en chef, Johan Rohrig, a assuré la qualité avec son comité de rédaction pendant presque 17 ans. Et contrairement à ce que Elsevier prétend dans ses nombreux communiqués, évidemment, ce n'est pas eux qui ont fondé Lingua, mais Lingua était simplement dans le paquet de North Holland Publishing Company qui a été racheté par Elsevier. Bon, surtout chez vous, les bibliothécaires, c'est connu que Elsevier, avec sa politique de prix exorbitant, force de plus en plus de bibliothèques à ne plus s'abonner, et ça va aller quand même jusqu'à Harvard. Il y a eu le mouvement de la part des mathématiciens qui ont proteste contre ces augmentations sans cesse, avaient fait un boycott de ne plus faire des rapports de lecture pour Elsevier et qui ont obtenu un certain succès. Chez Lingua, finalement, Johan Rohrig, avec les 5 éditeurs associés, a aussi demandé en octobre 2015 en fait une renégociation des conditions existantes. Il voulait que le titre Lingua n'est plus propriété de Elsevier, mais propriété du comité de rédaction entier, et que surtout les AP6 allaient être raisonnables autour de 400 € et pas 1800 hors taxe. Évidemment, Elsevier a refusé. Et Johan Rohrig et les 5 éditeurs associés ont démissionné. Et en octobre 2015, ils ont donné leur préavis parce qu'ils étaient liés à Elsevier avec un contrat. Ça veut dire qu'ils recevaient de l'argent. Mais si on prend à peu près 5 000 € par an et on les divise par 1 à 2 jours par semaine de travail, comme Johan disait, il aurait mieux fait d'aller travailler dans une chaîne de fast-food pour le même argent. Mais bon, ça faisait qu'ils étaient liés par un contrat à Elsevier jusqu'à la fin de l'année 2015. Le editorial board, qui faisait 31 membres, n'avait aucun contrat avec Elsevier, et pour une fois, c'était à notre avantage, parce qu'on a pu quitter Lingua et Elsevier du jour au lendemain, ce qu'on a fait. Et tout ce comité de rédaction, editorial board de 31 membres, s'est immédiatement déclaré prêt à travailler pour Glossa et créer Glossa en même temps. Comme Johan était toujours pris par ce contrat avec Elsevier, il y a Guido van de Wijngaard et moi, qui ont assuré l'édition du journal Glossa dans la période intérimaire de novembre à décembre 2015, et c'est pourquoi je suis ici. Et à partir de 2016, quand le contrat avec Elsevier était fini, Johan a repris l'édition et la tête de Glossa. Mais Guido et moi, avec Johan, on forme toujours un peu le noyau dur de ce journal, surtout pour des revues, pour des questions récurrentes quand même, pour notre revue assez jeune et vieux en même temps. C'est une vraie revue Open Access, et moi je préfère Genuine Open Access parce qu'avec Gold, je ne me retrouve plus du tout. Genuine Open Access, ça veut dire ni les auteurs ni les lecteurs payent, les APC qui tournent autour de 400 € sont pris en charge soit par la Fondation Linguistics and Open Access, et une fois que les 5 ans de cette fondation seront écoulés, il y a la Open Library of Humanities qui va payer les APC. Évidemment, il y a cette licence CC BY.
Et seulement les chercheurs qui, dans leur projet ou par leur université, ont un fonds Open Access, paieront eux-mêmes. Mais je vais dire, c'est vraiment Open Access genuine Open Access dans le sens propre du mot. Si on regarde la situation maintenant en octobre 2017, bon, on peut dire que ça a été un succès. Disons, on a publié les premiers articles le 1er avril 2016, que je trouve génial. Depuis lors, on est presque à 100 articles, ça va venir bientôt. On a eu plus de 500 soumissions. On a beaucoup de numéros thématiques, dont une partie en cours. Et on a été répertorié dès le début dans le European Reference Index for the Humanities, sorry. Et on est répertorié depuis 2017 dans le Web of Science Emerging Sources Citation Index. Et on attend l'inclusion dans le Web of Science pour l'année prochaine. Et c'est important, on va voir plus tard, mais il y a quand même pas mal de jeunes chercheurs qui disent pour ma carrière, il faut absolument que je publie dans une revue qui est répertoriée dans le Web of Science. Et on va revenir à ce problème-là. Qu'est-ce qui se passe chez Lingua? Parce qu'évidemment, Lingua a continué à exister, même s'il a été complètement désossé parce que tout le personnel, tous les scientifiques l'ont quitté. Bon, ils ont dû commencer à zéro, mais ils sont propriétaires du titre. Il y a 2 nouveaux co-éditeurs en chef et ils ont dû composer un nouveau comité de rédaction. Ça a pris du temps parce qu'il y avait quand même pas mal de gens qui ont refusé l'offre d'Elsevier par solidarité avec Glossa, mais évidemment, il y a eu assez d'opportunistes, je pense, on ne peut pas les appeler autrement, qui ont accepté. Il y a des gens qui n'en ont vraiment pas besoin, qui ont fait leur carrière, qui sont dans des positions tout à fait confortables, je ne comprends pas, en France et ailleurs. Disons, pendant 2016, Lingua a eu une vie facile parce qu'ils ont pu écouler le stock, amasser encore, traiter, travailler, commenter sous l'ancien team avec Johan Rorik. Mais depuis qu'ils ont écoulé ce stock, la qualité a vraiment baissé et il y a aussi quand même assez de linguistes qui soumettent plus chez Lingua. Ça veut dire que la qualité baisse vraiment. Et évidemment, il y en a aussi pas mal, pas assez, qui refusent de faire des rapports de lecture pour Lingua. Je pense que c'est à peu près là où on a un peu de pouvoir en tant que chercheur de refuser de faire des rapports de lecture. C'est quand même un travail extrêmement exigeant qui prend du temps. Et je pense que c'est là qu'on peut peut-être exercer une certaine sorte de pression. Quelle est la réaction de Elsevier à tout ça, à la baisse de qualité, quand même à la baisse de réputation dans le monde linguistique où ça compte? Bon, ils n'ont rien mieux à faire que faire une campagne de diffamation contre Johan Rorik, et vraiment de la pire espèce. C'est vraiment des attaques mensongères ad hominem. Ils écrivent des lettres avec des allégations absolument fantaisistes aux linguistes qui refusent de travailler, faire des rapports de lecture pour Lingua en renvoyant à Glossa. Ils réécrivent, ça veut dire ils falsifient complètement l'histoire, vraiment dans des traditions carrément staliniennes, de la transition de Lingua vers Glossa, dans un éditorial de Mr. Pringle, dans le numéro d'été de Lingua, où en fait, c'est tout à fait normal qu'un éditeur change, qu'un éditeur responsable change et va ailleurs, du genre, ce que la police dit quand il y a un accident, bougez, bougez, il n'y a rien à voir. C'est vraiment la falsification totale de l'histoire. Et la seule chose à faire, c'est ce que Johan a fait, il a mis tous les documents, toute la correspondance avec Elsevier
du début de la transition lingua versus glossa, le refus de négociation de Elsevier, plus cette correspondance mensongère de Mr. Pringle et Co., il a tout mis ça sur un site web où vous pouvez consulter vous-même. Et évidemment, il y a aussi une réaction du monde de la linguistique qui est assez dégoûté par Lingua, qui parmi nous n'est plus connu que sous le nom de Zombie Lingua. Bon, finalement, il y a quand même une... Bon, Wiley et les autres ne font pas dans la dentelle, mais j'ai l'impression que vraiment Elsevier, par sa rapacité, est quand même devenue une cible quand même une cible très importante. Il y a le boycott en Finlande, où justement il y a un nouveau contrat à négocier. Il y a un appel au boycott de ne plus travailler en tant que reviewer, justement. En Allemagne, c'est très intéressant, d'autant plus que je suis allemande, et j'espère qu'ils tiendront bien, qu'ils tiendront bon. En Allemagne, contrairement en France, autrefois, c'était, disons, presque bibliothèque par bibliothèque qui négociait avec Elsevier. Ils ont compris qu'ils n'avaient aucune chance. Ils ont constitué ce consortium DEAL, qui inclut les universités, les sociétés savantes, etc. Ils ont commencé les négociations pour un nouveau contrat début 2016. Ils ont constaté que ça n'avance pas du tout, que Elsevier continue à exiger des sommes faramineuses. Et finalement, ils ont dit « OK, on est à un point mort et on va arrêter les négociations ». Et il y a une centaine d'universités dont le contrat va expirer fin 2017. Un certain nombre de sociétés savantes comme Max Planck, Helmholtz, ça veut dire des sciences dures, hein, qui ont également dit on ne va pas prolonger nos contrats quand ils expirent pour donner plus de soutien à ce consortium DEAL. Et il y a aussi, là, tout récemment, des démissions de leurs fonctions en tant que membres de rédaction, éditeurs, etc., des revues d'Elsevier, par les membres de ce consortium DEAL. C'est pourquoi on peut toujours démissionner encore des fonctions de chez Elsevier. Bon, est-ce que les consortiums nationaux, est-ce qu'ils ont une chance contre Elsevier? Parce que Elsevier, évidemment, a une position de monopole qui s'est renforcée ou qui s'est faite sur la base de tous ces rachats consécutifs qui se sont faits dans le passé. Je trouve que l'exemple français ne nous donne pas beaucoup d'optimisme, parce que si on regarde ce que ce consortium français, qui était alors un seul consortium, bien centralisé comme ça se fait en France, je ne pense pas que la somme finale à laquelle ils sont arrivés montre beaucoup de dents de négociation. Quand on regarde comment l'État peut négocier pour les prix des médicaments qui sont remboursés par la sécurité sociale, je pense là, il négocie mieux. Parce que quand je compare les prix de médicaments remboursables en France avec les prix des mêmes médicaments en Allemagne, on voit l'effet des négociations. Et ça n'empêche pas l'industrie pharmaceutique de toujours gagner. Ça veut dire, à mon avis, ils ont vraiment mal négocié. Et bon, vous le savez mieux que moi, ça fait beaucoup de vagues. Et on peut seulement espérer que les consortiums allemands et finlandais seront mieux négociés, parce que tout cet argent nous manque. Et je pense, on va voir si les promesses aussi d'open access qu'on va voir tout à l'heure, qui sont un peu contenues dans cette loi pour une république numérique, est-ce que la France va vraiment
faire plus que de belles déclarations. On verra qu'on recommence les négociations. Il se peut peut-être qu'ils ont déjà commencé, je ne sais pas. Parce que 2018, c'est après-demain. Hein. Bon, la faute à qui? C'est très simple, à mon avis. C'est la faute elle, à la bibliométrie, au publisher parish. J'ai parlé de la position de monopole que Elsevier a pu se créer et les autres maisons d'édition scientifique. Cette position est encore renforcée par cette invasion du monde académique par l'idéologie managériale, et ça à un moment où le marché libre a quand même montré ses limites avec les crises économiques à répétition. Cette idéologie, parce que je ne vais même pas appeler ça pensée, c'est vraiment une idéologie. Cette idéologie managériale a donné lieu à cette obsession bibliométrique. Il n'y a plus que les facteurs d'impact revus qui comptent comme gage de qualité. Et la qualité d'un chercheur peut se mesurer avec ce fameux indice H. Et ce tout quantifiable est appliqué dans l'évaluation de la recherche, l'attribution des crédits, etc., avec toutes les conséquences néfastes qu'on connaît tous. Sur ce fond-là et sur le fond des 172 millions d'euros que Elsevier se fait payer par l'État français pour 5 ans, tout ça montre que la question d'open access est éminemment politique parce qu'il y a des sommes énormes impliquées. Il y a plein de fric impliqués, alors c'est vraiment une question politique. Et moi, je pense que tant que les pouvoirs publics sont prêts à payer double ou triple pour récupérer les résultats de ses propres chercheurs, de la recherche publique financée par les contribuables, et surtout, tant que les pouvoirs publics en fait dépendent de ces multinationales pour évaluer leurs propres chercheurs, tant que cette situation continue, je pense que les initiatives Open Access ne vont pas changer grand-chose à la situation actuelle, peu importe si ces initiatives d'Open Access se sont avérées d'être des succès. Et à cet égard-là, je pense des initiatives vraiment louables comme Review.org et d'autres projets subventionnés un peu saupoudrés en comparaison avec les sommes faramineuses données à Elsevier et compagnie, n'ont qu'une fonction d'alibi. Parce qu'il ne faut pas oublier, en tant que chercheur, et surtout en tant que jeune chercheur quand vous voulez faire carrière, et ce qui mène les jeunes chercheurs à devenir victimes des revues prédatrices, les revues sur Review.org sont surtout de niveau national et ils ne comptent même pas. Il y a toujours dans la tête des évaluateurs individuels des chercheurs, des évaluateurs des centres entiers, comme tous ces audits qui nous tombent sur la tête tous les 5 ans avec anciennement ARS, maintenant HCRS. Il y a toujours cette classification des revues en A, B, C. Review.org et C. Forget about it. Ça ne compte pas pour votre carrière. Et c'est ça le grand problème. Les jeunes chercheurs ne peuvent pas se permettre de publier dans les revues Open Access parce qu'elles ne comptent pas, ne sont pas réputées sérieuses parce qu'elles n'issuent pas d'une boîte commerciale. Bon, quid de cette loi de la République pour une République numérique? Bon, je regardais sur le site, sur la page d'Accueil d'Al, c'est un H aspiré, j'imagine, hein? Site d'Accueil d'Al. Alors, je trouve ce vélo. OK, bon, je clique là-dessus. OK, cette fameuse article 30... garantit aux chercheurs un droit d'exploitation secondaire de leurs écrits scientifiques publiés dans un périodique. Bon, quid des contributions des livres, tout à l'heure on a eu le problème. Et les monographies.
quand même. Je veux dire, il y a des trous énormes dans cette grande loi pour une république numérique. Et j'ai aussi trouvé bizarre, bon, parmi les questions qu'on vous pose pour que vous puissiez décider si oui ou non vous avez le droit ou l'obligation de déposer votre article. Ça, je trouve très bizarre. Je veux dire, le open access, en premier lieu, avec une première loi présentée comme obligation, je trouve que psychologiquement, c'est très mauvais. Mais bon, parmi ces questions, on vous demande, cet article scientifique est-il issu d'un projet de recherche financé au moins blablabla, on mentionne projet européen, ANR, mais moi, je me demande, ok, est-ce que moi, en tant que chercheur CNRS, j'ai le droit? Est-ce que ça s'applique à moi aussi ou pas? Les universités, est-ce que ça compte comme fonds publics ou pas? Je trouve ça très bizarre. Ça montre en fait cet esprit orienté complètement vers les projets. Oui. Oui, je me permets de vous interrompre parce que justement, je suis venue pour Willow aujourd'hui et vous n'êtes pas venu me voir. Donc, du coup, je vous réponds là devant tout le monde. Oui, oui. Du coup, en fait, ça, c'est la première question. Et si vous répondez non à cette question, les autres cas arrivent, à savoir si ce n'est pas financé dans un projet. Est-ce que vous êtes, vous, en tant que chercheuse, parce qu'il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Le principe est de permettre aux chercheurs de répondre à différentes questions pour voir dans quel cas ils sont. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, c'est que vous êtes dans un cas suivant. Tout. Après, les cases qui viennent après, il n'y a nulle part mentionné CNRS ni université. Il y a, je ne sais pas, truc, financement régional, etc. On regarde ça après, d'accord? Parce que je continue. D'accord. Mais je suis allée jusqu'à la fin. Et pour revenir aux obligations, c'est aussi indiqué que les obligations ne concernent que les données de recherche et pas les articles. Ok, ça j'ai pas réellement regardé. Ok, good. Très bien, parfait. Alors, bon, pour moi, j'ai pas vu après il y a à peu près 10 cas, j'ai pas trouvé ni CNRS ni les universités. Bon. Bon, et après, il y a ce résumé-là qui dit, bon, vous avez le droit de le mettre dans une version post-print, mais la version post-print réfère à la version finale acceptée pour publication. Ça veut dire avant que ça soit imprimé. Je trouve cette terminologie, c'est vraiment tout sauf clair, et je ne sais pas s'il n'y a pas eu des gens des maisons d'édition qui ont aidé à créer cette confusion. Vraiment, j'ai des doutes. Bon, ok, je continue, d'accord. Oui, mais pas tout le monde est au courant de ça. Mais ça, je veux dire, il n'y a pas eu de linguiste là pour vous aider dans la formulation. Hein? Bon, les juristes... Bon, ok, non, mais je n'ai pas encore fini. Qui existait déjà, donc ils ont repris, ils n'ont pas cherché à créer un nouveau vocabulaire. Je pense aussi. Je pense qu'ils ont repris les formulations existantes des maisons d'édition. C'est exactement ce que je veux dire. Disons, moi je trouve, en tant que chercheur moyennement intelligent, avec quand même une certaine expérience de la bureaucratie française depuis 30 ans, moi ça ne m'étonne pas, avec ces 3 slides que je vous montrais, qu'il faut plein d'expertise et conseils de dehors pour savoir finalement est-ce que j'ai le droit de mettre quoi en accès ouvert sur mon site web ou sur HAL. Et je pense que, bon, tout à l'heure on aura Francis Bach, c'est qui? Parfait. Bon, je pense parce que vous êtes, c'était autrefois chez MIT Press Non, c'était Kluwer. Bah, c'est encore mieux, génial. Ça veut dire, des revues comme Glossa, le Journal of Machine Learning Research, parce que j'ai vu que c'était distribué par MIT Press. Bon. Et là, tout récemment, Algebraic Combinatorics, qui est une revue qui va cesser non pas qui va cesser, mais dans le comité de rédaction, va quitter le journal presque du même nom chez Springer et en faire une revue Open Access. Bon, est-ce que c'est une goutte d'eau dans la mer ou est-ce que c'est un pavé dans la mer qui remue un peu nos habitudes? Et ça, une fois de plus, c'est une question politique.
Tant que seules les revues publiées par des maisons d'édition scientifique dites réputées, ça veut dire commerciales, chères, tant que seulement ces revues scientifiques comptent pour l'évaluation d'un chercheur, et pour l'octroi d'un projet, pour l'évaluation d'un centre entier, dont dépend de nouveau le budget attribué chaque année. Tant que c'est le cas, je pense que ces initiatives très louables, comme GLOSSA, Journal of Machine Learning Research, etc., même s'ils sont des succès, ils ne vont pas changer grand-chose et ils vont rester la règle confirme, non, l'exception qui confirme la règle. Et bon, comme dernier slide, je trouve qu'au niveau d'Europe, apparemment, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Il y a eu cette déclaration d'Amsterdam en mai 2016, très tonitruante. Là, il y avait Tallinn 2017, toujours pas grand-chose. Il n'y a pas de mesures concrètes en termes de finances qui sont annoncées. Et si on regarde en bas de cette page officielle de l'Union européenne, il y a 2 dates, janvier 2014 et il y a mise à jour août 2017, mais il n'y a carrément rien qui a changé. Alors il n'y a pas beaucoup de choses qui bougent et je ne sais pas ce qui se passe. Le politique semble avoir perdu l'intérêt pour le open access. Et bon, pour quelque chose de positif, je vous donne le vrai protagoniste qui a créé GLOSSA, et ça c'est Johan Rorik. Et c'était juste à Amsterdam, juste quelques jours après qu'on a pu publier les premiers articles sur GLOSSA, le 1er avril 2016. Merci.